Un beau petit garçon, nouvelle de Thomas Owen, publiée dans la revue Fiction numéro 141, août 1965. Notice du magazine Fiction. Un nouveau récit sulfureux de Thomas Owen. Que peut cacher le front pur et innocent d'un enfant? Peut-être les pires abîmes, nous suggère l'auteur. Un beau petit garçon. Pietro Portosi était un beau petit garçon d'une dizaine d'années. Il avait une peau douce et mate, des cheveux foncés légèrement bouclés, des yeux bruns étonnés et candides, et une jolie petite bouche de petite fille. Lorsqu'il souriait, des fossettes se creusaient dans ses joues. On avait alors envie de le toucher, de le caresser, de l'embrasser. C'était vraiment un très beau petit garçon. La pureté et la confiance mettaient une sorte de rayonnement lumineux sur son visage d'ange. Tant de délicatesse dans les traits et l'expression n'était vraiment pas de ce monde. Un enfant d'une telle séduction appartenait à la race des élus, où se rencontrent les petits génies, et l'on aurait pu retrouver dans sa grâce extraordinaire le souvenir du petit Mozart. Étrange destin que celui de ces êtres d'exception, dont le comportement, tantôt puéril et tantôt grave, laisse l'adulte interdit. On voudrait pénétrer la pensée de tels enfants pendant les longs moments de silence où ils semblent partis pour un autre monde. Mais leur secret est très bien gardé. Ils opposent à l'indiscrétion des grandes personnes la barrière de leur sourire et l'immensité insondable de leurs yeux. La question qui se pose est de savoir si Pietro Portosi avait réellement une idée sur la nature de l'âme. Pouvait-il, à son âge, comprendre quelque chose à ce sujet? Et l'emploi qu'il faisait du mot n'était-il pas, après tout, sans conséquence? Les enfants entendent des expressions qui leur plaisent. On se demande en vain pourquoi, et ils les utilisent souvent mal à propos, mais aussi parfois avec une curieuse pertinence. Il faut insister là-dessus dès à présent, parce que c'est très important. Évidemment, à l'école, au cours de catéchisme, les enfants entendent tout jeunes parler de l'âme. Mais cela ne suffit pas à expliquer l'importance que prit la chose ou le mot dans la vie de Pietro Portosi. On aurait dû être plus attentif à son comportement et à ses propos, et cela dès le début. Mais ce n'est qu'après un temps assez long que l'on commença à jaser à son sujet.
Il y eut sans doute des cas qui ne furent pas décelés ni rapportés. N'en parlons donc pas. Contentons-nous des choses dûment établies. Un jour, une personne respectable et digne de foi le surprit dans un jardin public où il partageait les jeux d'autres enfants de son âge. Ce témoin, Madame de R, française, 42 ans, veuve d'un officier tué en Indochine, sans enfant, résidant à Paris, déclara ce qui suit. J'étais assise dans les jardins du Palais Royal où j'aime venir flâner l'après-midi. Je m'étais intéressée aux ébats d'un groupe de petits écoliers turbulents. Parmi eux, un garçonnet divinement beau avait immédiatement suscité de ma part un tendre intérêt. Nul spectacle ne pouvait charmer autant que celui de cet enfant gracieux, élégant en même temps qu'adroit et plein d'assurance, menant le jeu sans vraiment y participer, rieur, bienveillant, protégeant les plus petits des brusqueries des autres, ne criant pas, se déplaçant avec une légèreté d'oiseau. Un vrai petit prince de conte de fées. Au cours d'un répit dans les ébats, comme il s'en produit lorsque chacun commence à s'essouffler, Pietro Portosi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mit ses mains sur les épaules d'un de ses compagnons, visiblement plus jeune que lui, et, le regardant bien en face, lui demanda « Est-ce que tu me donnes ton âme ?» La question était si inattendue et l'attitude des enfants à ce point insolite que je feignis de lire pour ne pas leur donner l'éveil, tout en redoublant d'attention afin de ne rien perdre de la scène. Celui que l'on venait de solliciter ainsi était un petit blond fragile et palot qui ne comprenait certes rien à ce qu'on lui voulait. Il avait le visage fermé et la bouche ouverte et semblait bien décidé à ne rien donner de ce qui lui appartenait. L'autre prit alors un air impérieux et lui suggéra non plus de lui donner son âme, mais bien de la lui vendre. Les négociations se firent alors à voix basse, le futur vendeur acquiesçant à plusieurs reprises d'un signe de tête. Le marché fut rapidement conclu. Pietro Portosi compta quelques bonbons enrobés de papier glacé qu'il plaça dans la main tendue de son interlocuteur. Celui-ci s'en fut aussitôt, à peine troublé, vers son destin. L'acheteur mit l'âme dans une petite boîte d'allumettes vide. Il posa celle-ci sur le banc à mon côté et je pus voir qu'il écrivait à l'intérieur, sur le fond blanc du petit tiroir, Gaston Bertrand, 8 ans. Puis il s'éloigna en gambadant avec une légèreté qui me fit croire un moment qu'il allait s'envoler. Ainsi parla donc Madame de R.
Son récit fut à l'origine de l'affaire, appelé à prendre par la suite des développements inattendus. Il s'avéra bientôt que le jardin du Palais Royal était le centre d'un véritable trafic d'âmes. La police vint y mettre le nez lorsque plusieurs familles, qui s'étaient ouvertes à des éducateurs du comportement anormal de leurs enfants, décidèrent de porter plainte. Mais comment mener une enquête d'un genre aussi particulier alors que le petit Portosi, centre de toute l'affaire, avait soudain disparu? On connaissait son nom, on possédait de lui un signalement très détaillé, mais on ignorait son domicile. Il y avait à Paris plusieurs familles italiennes portant le nom de Portosi, mais aucune, des plus humbles aux plus huppés, n'avait de garçon répondant au signalement du mystérieux petit Pietro. Aussi, après une courte flambée d'intérêt, la police se détourna-t-elle de recherches qu'elle jugeait un peu ridicules. Quelques vieilles dames pieuses et un jeune abbé dynamique reprirent cependant l'enquête à leur compte. C'est grâce à leur action inlassable que des faits analogues à ceux qui s'étaient passés au Palais Royal purent être signalés à intervalles réguliers au parc Monceau, à la place des Vosges, aux Tuileries et enfin au Luxembourg. Chaque fois, on avait pu apprendre le nom de l'acheteur d'âmes, donner son signalement précis, établir le détail de ses agissements. Aucun doute n'était possible. On se trouvait en présence du même personnage. Le fait que le mystérieux petit garçon changeait comme d'instinct le lieu de ses exploits dénotait un comportement plein de ruses et une grande maîtrise de soi, chose fort inattendue chez un enfant de cet âge. Sa mobilité incessante rendait impossible une surveillance systématique. Comment, par ailleurs, organiser dans tout Paris une mise en garde des familles? Il était de plus impensable d'obtenir le concours des autorités publiques pour tendre des souricières dans tous les endroits où les enfants d'une grande cité se réunissent pour jouer. D'ailleurs, Pietro Portosi n'enfreignait aucune loi ni aucun règlement, et l'on se demande quel fonctionnaire aurait pu prendre sur soi de déclencher une offensive en règle contre un enfant de 10 ans accusé d'acheter l'âme de ses petits compagnons. Le jeune abbé dynamique et les bonnes dames, ses alliés, ne ralentissaient point leurs ailes pour autant. Ils avaient réussi à établir un dossier volumineux, sinon complet, on l'imagine, des activités du mystérieux petit personnage. S'y trouvaient relatés également des faits attestant l'inquiétant dérèglement des enfants qui avaient consenti à conclure avec celui-ci le redoutable marché. Car c'est bien là que l'affaire prenait un tour plus alarmant.
il y avait réellement chez les vendeurs une transformation profonde du comportement et du caractère. On signalait des choses déconcertantes et souvent très graves, dont quelques exemples, entre cent autres, donneront une idée. Eliane L., 8 ans, avait tenté d'égorger son petit frère au moyen d'un couteau à huître, le blessant sérieusement. Paul V., 10 ans, avait mis le feu aux vêtements de son aïeul endormi après avoir entassé à ses pieds de vieux journaux. Robert S., 9 ans, fut surpris à plusieurs reprises à plumer des oiseaux vivants. On ne comptait plus le nombre des déprédations, actes de vandalisme, abominations de toutes sortes, dont s'étaient rendus coupables de très jeunes enfants ayant été en rapport avec Pietro Portosi. Et l'on imagine aisément toutes les choses que l'on a été amené à taire par décence. Tous les petits coupables reconnaissaient avoir vendu leur âme, les uns pour des friandises, d'autres pour des jouets ou de menus objets. Ils donnaient un signalement absolument concordant de leur interlocuteur, qui jamais, cependant, à leur dire, ne les avait poussés à commettre les actes qu'on leur reprochait aujourd'hui. Ils se contentaient de mettre l'âme dans une boîte d'allumettes et d'y inscrire le nom. Ils ne demandaient rien, il était très gentil. Et que faisait-il de ces boîtes? Où les gardait-il? Interrogeaient les enquêteurs et les parents éplorés. On ne savait. L'affaire conclue, la plupart du temps, Pietro Portosi disparaissait. Une de ses victimes raconta cependant avoir assisté à la scène suivante. Il s'agit de Claude Flagey, 10 ans. Les faits s'étaient passés au bois de Boulogne. Nous étions 4. On avait allumé un feu de petites branches et de feuilles sèches. Pietro Portosi avait dans ses poches 5 ou 6 boîtes d'allumettes vides. Il les jeta, l'une après l'autre, dans les flammes. La boîte ne prenait pas feu tout de suite. Elle semblait se tordre avant de s'embraser, puis soudain exploser. Exactement comme si elle avait contenu du gaz. Cela faisait un éclair bleu et vert. Nous étions très excités. Mais Pietro était grave. Il murmurait « C'est l'enfer ». Il paraissait triste. Il nous quitta d'ailleurs très vite, sans nous dire au revoir. Et nous ne l'avons plus jamais revu. J'ai eu l'honneur de rencontrer au 7e congrès de démonologie à Vienne l'abbé V, qui avait poursuivi son enquête à Paris pendant près de 2 ans. C'est de cet homme sympathique, à l'esprit curieux, au savoir étendu, que je tiens les éléments essentiels de ce récit. Il m'assura que Pietro Portosi avait exercé ailleurs qu'à Paris ces étranges activités, qu'on avait rapporté sa présence et ses méfaits à Milan, à Bruxelles, à Amsterdam.
qu'il s'était manifesté parfois sous d'autres noms, mais qu'aucune confusion n'était possible. Le signalement qu'on donnait de lui était en tout point conforme à ce que nous en savions. Un vrai petit prince de conte de fées. À moins que ce malheureux enfant, si plein de grâce et de séduction, n'ait pas eu réellement de vie propre, qu'il n'ait été que la forme occasionnelle, revêtue par une puissance maléfique, pour mener plus aisément son œuvre de destruction. Les démonologues les plus avertis, sinon les plus réputés, comme un Goldstein, un Terpougoff, un Vandemoortel, continuent actuellement à se préoccuper de ce cas, jusqu'à présent sans exemple dans les annales de la science des ténèbres. Le combat se poursuit, m'a déclaré l'abbé V. Mais l'ennemi multiplie sans cesse ses ruses et ses artifices. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore retrouvé la parade. Comment voulez-vous mettre en garde de si jeunes êtres contre un tel danger, sans susciter en eux de graves phobies préjudiciables à leur équilibre nerveux? Et il ajouta, à mon intention certainement, il n'appartient pas à tout le monde de se pencher sur ces abîmes. Un dernier mot pour finir. Si vous avez des enfants à surveiller, évitez les parcs publics et les beaux petits garçons.